Donc bonjour. Donc effectivement, je vais vous présenter une communication relative à la justice environnementale. Et comme vous le savez, ce courant de justice environnementale est un courant américain, né à la fin des années 1970, qui met vraiment en avant la question sociale, la question ethnique, en relation avec la question environnementale. Donc aux États-Unis, on a effectivement des espaces urbains très ségrégés. Donc la question que moi je me pose dans cette communication, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir des formes de justice environnementale à la française, en situation française. Et donc je vais vous parler un petit peu des questions des Bouches-du-Rhône, enfin d'un territoire dans les Bouches-du-Rhône qui s'appelle Fos-sur-Mer, qui est près de Marseille. Donc je précise d'emblée que je suis pas, ma thèse n'a pas porté sur la justice environnementale en tant que telle. La question de justice environnementale est venue un peu de façon conclusive à mes travaux de recherche. Moi, je suis partie vraiment sur l'étude des conflits au départ, des conflits environnementaux, de comprendre pourquoi les gens se mobilisaient face à des projets d'aménagement du territoire très imposants, structurant l'espace de manière très, très forte, très importante. Et donc, je me suis effectivement interrogée sur la façon dont les risques existent dans le fond société, en fait, dont on peut avoir une construction sociale des risques. On parle des risques quantifiés, typiquement, effectivement, les risques nucléaires, on va pouvoir les mesurer physiquement, on va pouvoir les modéliser, mais on a aussi une construction sociale des risques. Et je me suis un petit peu attardée à comprendre comment des populations qui vivent à côté et de l'industrie vont effectivement percevoir les questions des risques. Donc, c'est peut-être un peu scolaire, mais je voulais juste rappeler effectivement comment j'ai construit ma réflexion. J'ai voulu étudier des territoires industriels parce que ce sont des territoires où on a effectivement beaucoup de conflictualité aujourd'hui. On a un zonage fonctionnel qui est très marqué, donc un espace très zoné avec une fonctionnalité très poussée, d'importants enjeux environnementaux, de fortes inégalités environnementales, je reviendrai un peu sur ces termes. Ce sont des espaces où on a beaucoup d'usages et on a une multiplication croissante d'usages, récréatifs, tourisme, productif, résidentiel, agricole, avec de plus en plus d'impératifs de l'Europe, de protection, et en même temps des injonctions économiques contradictoires, donc il y a énormément de tensions, et en particulier dans les zones portuaires. Donc les zones portuaires sont vraiment des territoires industriels à part, parce que ce sont les rares territoires industriels de France qui connaissent un regain économique, qui se manifeste donc par l'installation depuis 10-15 ans de nouvelles industries. Donc je me suis un petit peu attardée à la compréhension de la façon dont ces nouvelles industries, ces nouvelles constructions peuvent être perçues. Donc je vais passer très vite là-dessus. Ce travail doctoral s'est appuyé sur une approche qualitative, avec une certaine profondeur historique, un travail d'enquête, d'entretien avec un certain nombre d'acteurs du territoire, de particuliers, enfin voilà, d'individus vivant sur le territoire, d'élus, d'associatifs. Et puis l'étude des documents que ces gens produisent. Quand on parle de perception des risques, de perception du territoire, c'est important de croiser effectivement le corpus documentaire produit par ces différents acteurs. Alors, on passe un peu plus dans l'illustration. Donc, on se trouve dans les Bouches-du-Rhône, et donc le golfe de Fos se trouve entre le delta du Rhône et l'étang de Berre. Il est bordé au nord par la Crau, qui est un espace naturel assez exceptionnel. Et d'une manière générale, c'est un territoire, le golfe de Fos, qui présente des caractéristiques naturelles et géographiques de grande qualité, un patrimoine reconnu, beaucoup d'espaces naturels protégés, et puis surtout une zone industrielle, source d'emploi et de richesse extrêmement importante. Donc l'industrialisation de ce territoire, elle est quand même, entre guillemets, assez récente, elle remonte aux années 60. Et jusqu'aux années 60, Fos-sur-Mer est un petit village de pêcheurs tourné vers la mer, vers l'exploitation de ses ressources naturelles. Donc vous voyez, la diapo à gauche montre assez clairement la disproportion de cette zone industrielle extrêmement importante par rapport à un petit village
Fos-sur-Mer et un autre port Saint-Louis-du-Rhône, qui sont vraiment enclavés de part et d'autre de cette zone industrielle. Et donc, dans les années 60, il faut sauver le port de Marseille. On est en période d'éclatement de l'Empire colonial, on doit sauver Marseille. Marseille est trop à l'étroit dans son port, donc on veut construire des nouveaux espaces portuaires. Donc on est à 40 km de Marseille, et Fos-sur-Mer représente le désert inespéré, plat, en eau profonde, peuplé de paysans qui ne vont pas nous embêter. Hein. Je résume un peu la logique dans laquelle on était dans les années 60. Et donc, on décide de construire une vaste zone industrielle. Donc, vous voyez, d'une zone très naturelle en haut à droite à cette zone complètement transformée. On va construire effectivement plus de 10 000 hectares d'industrie. Hein. C'est l'équivalent de la surface de Paris. Donc, c'est quand même une zone très, très importante. Donc, dès 65, le port devient autonome, devient un acteur du territoire en tant que tel. On a un peu, parfois là-bas, on appelle ça un peu le Vatican local, hein, parce qu'on a un État dans l'État. Le port autonome, c'est un territoire en tant que tel, pardon. Et donc, il s'étend aujourd'hui sur 70 km de littoral. Donc, vous voyez, le port autonome de Marseille, c'est Marseille, hein, que vous voyez à droite, et puis Fos-sur-Mer sur l'extrême, à l'ouest, et Marseille-Fos, qui est encore un autre morceau. Donc on a un territoire qui est extrêmement prégnant. Mais malgré tout, le projet territorial ne va pas aller aussi loin que prévu, puisque on a, suite au choc pétrolier, voilà, on revoit le projet très à la baisse. Donc on n'aura pas une industrie aussi étendue, mais malgré tout, on a quand même un site qui est parmi l'un des plus productifs de France. 15 usines, de la sidérurgie, du raffinage, les plus grands terminaux maritimes spécialisés de France. Hein, vous voyez en haut à gauche un terminal conteneur qui est le plus grand de France et d'Europe. Donc on est quand même sur une dimension extra large de l'industrie et du domaine portuaire sur ce territoire. Alors pourquoi je vous raconte un peu cette histoire? Parce que quand on raisonne justice environnementale, moi j'ai réalisé sur cette étude qu'il faut avoir une certaine profondeur historique. Et du coup, j'ai été assez sensible à ce qui a été dit sur la question de souffrance patrimoniale. Et avec l'exemple de Fukushima, là c'est un peu pareil. Il faut comprendre la façon dont a souffert le territoire depuis 50 ans pour saisir la détresse dans laquelle se trouvent leurs habitants aujourd'hui. Et effectivement, on trouve un certain nombre de temporalités, de conflits, depuis les années 60 sur cet espace. Donc je vais les présenter assez rapidement pour que voilà, vous puissiez saisir la façon dont la justice environnementale peut s'éprouver sur cet espace. Donc dans les années 60, eh bien, avant l'arrivée du port, hein, qui est arrivé très massivement avec plus de 15 000 travailleurs, hein, qui sont arrivés du jour au lendemain comme ça avec leurs camions et leurs outils, on avait vraiment une activité, comme je vous le disais, très proche de son environnement naturel, de l'environnement naturel de Fos-sur-Mer. C'était Fos, un lieu de villégiature pour tout l'arrière-pays, hein, un lieu de repos. Et donc, dans les années 65 à 70, hein, dans la veine post-68, où la conscience environnementale s'installe et où l'expression de certaines revendications s'assume, eh bien, on va commencer à avoir certaines contestations. Donc, contestations à la fois de la construction du chantier, de tout ce que ça provoque sur le territoire en termes de bouleversement, et contestation des problèmes de pollution, en particulier les pêcheurs qui sont gênés dans leur activité. On va déclarer le golfe de Fos insalubre, donc ils ne vont plus pouvoir exercer leur activité. On a des problèmes de fuite d'hydrocarbures, et puis surtout on a un chantier qui bouleverse totalement la vie locale. Donc des ouvriers qui viennent de partout, de Lorraine, mais aussi beaucoup d'immigrés, des constructions illégales, et puis des problèmes d'odeur, des problèmes d'infrastructures publiques qui ne sont pas organisées pour ça. Donc la pollution, ce n'est pas un terme qui vient juste désigner des problèmes environnementaux au départ, c'est un terme qui recouvre l'ensemble des notions liées au bouleversement de cet espace. Perturbation du développement, arrivée d'immigrés, déstructuration du tissu local. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est comme ça que le terme est employé au départ par la population locale. Et donc c'est important pour comprendre la façon dont on arrive à la situation actuelle. Donc vu que le temps passe très vite, comme je le remarque ce matin, oui, mais
je ne vais pas détailler, mais évidemment, suite à ces conflits environnementaux, l'État a pris un certain nombre de dispositions, il a mis en place un certain nombre de structures de concertation, d'études des pollutions, de suivi, de régulation des externalités industrielles, qui ont permis d'apaiser finalement assez rapidement le conflit. Et puis entre 1973 et les années 2000, il ne se construit pas grand-chose sur le site, de nouveau. Et donc, on a un regain des activités portuaires, de nouvelles activités et de la conflictualité dans les années 2000. Et en particulier, ce projet de terminal méthanier sur la plage du Cavaou, qui arrive en 2002. Et on annonce qu'on va construire effectivement un nouveau terminal méthanier, alors qu'il y en a déjà un, et qu'on va le construire sur l'unique plage de Fos-sur-Mer. Donc, cette plage, c'est une plage d'1 kilomètre de long qui concentre absolument toutes les activités de plaisir en fait, et de loisirs des personnes qui habitent Fos-sur-Mer. Donc naturisme, sport nautique, etc. C'est vraiment un site extrêmement important. Les gens y viennent le week-end, il y a des fêtes de famille. Enfin, voilà, c'est un patrimoine extrêmement important pour les Phocéens. Et donc on va construire effectivement un terminal à l'extrémité, que vous voyez là en bas à gauche, qui va provoquer bien évidemment une contestation extrêmement forte, soutenue par les élus locaux. Pendant toutes ces années, on va toujours avoir un soutien des élus locaux, aussi dans une perspective quand même de manipulation à des fins électorales, donc tout ça est assez complexe. Mais on a une extrêmement vive contestation qui se met en place pour la préservation de cette plage. Pour la préservation de cette plage et contre la dépréciation du territoire. On est déjà chargé, on ne veut pas plus d'industrie. Voilà, on représente un peu le territoire pourri des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous voulez nous rajouter ça en plus alors que déjà on essaye de faire vivre le tourisme voilà. Crainte de dépréciation, paysage détruit, parce qu'on est sur des cuves quand même assez hautes. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait 4 étages de haut, donc c'est quand même assez conséquent comme intrusion paysagère. Donc très importante mobilisation qui se traduit sur le terrain juridique, qui mobilise des milliers de signataires de pétitions, d'actions en justice diverses et variées. Donc ça, c'est un premier conflit très fort du début des années 2000. Mais le top summum, c'est l'incinérateur de Marseille, dont vous avez peut-être entendu parler puisque les médias l'ont largement relayé. Et donc ce conflit d'incinérateur de Marseille, eh bien, là, on est encore un peu avant, d'ailleurs, le terminal méthanier. Dans les années 94, Marseille n'arrive pas à imposer un incinérateur dans sa ville. Marseille doit mettre 2 incinérateurs dans sa ville, parce que Marseille ne sait pas gérer ses déchets qu'on entrepose dans une décharge à ciel ouvert depuis des années, qu'elle déborde, qu'elle est devenue illégale. Et les Marseillais ne veulent pas de cet incinérateur. Le maire de Marseille finit par céder, et donc on va dégager l'incinérateur à Fos-sur-Mer. C'est-à-dire qu'on va demander au port autonome si le port autonome est d'accord pour héberger cet incinérateur. On est à la moitié, bah ça va. Donc on va proposer, effectivement, enfin pas proposer, on va mettre en place cet incinérateur à Fos-sur-Mer. Et cette mobilisation, la mobilisation marseillaise va se déplacer en fait à Fos-sur-Mer. Donc on va avoir effectivement un énorme mouvement de contestation extrêmement fort, extrêmement médiatisé, ponctué de manifestations. Puis alors là, on est dans les Bouches-du-Rhône, donc on a vraiment une culture locale de la mise en scène extrêmement poussée, extrêmement visuelle. Là, vous avez un maire, par exemple, qui jette devant la mairie de Marseille des centaines de dessins d'enfants montrant l'environnement dégradé de Fos-sur-Mer, etc. Et donc là, on est vraiment dans un registre discursif lié à l'injustice. C'est très clair, très net. On a vraiment un sentiment d'invasion territoriale, parce que non seulement on va avoir un incinérateur à Fos-sur-Mer, mais en plus, il va cramer les déchets de Marseille, pas ceux de Fos-sur-Mer. Donc on a vraiment un sentiment de devenir la poubelle du territoire marseillais, de subir un choix, les conséquences d'une mauvaise politique de gestion des déchets, d'avoir un sentiment de relégation, de déclassement territorial extrêmement fort. Et un passage en force, bien entendu, puisqu'on n'est pas sur un projet soumis à débat public, donc il y a une simple enquête publique, qui est un outil juridique de concertation absolument basique, largement démonté par les études sur la démocratie environnementale. Pardon. Donc on va avoir vraiment une dizaine d'années de conflits extrêmement poussés,
extrêmement démonstratif. On a carrément des élus qui vont se faire des affrontements physiques avec les forces de l'ordre d'élus. La Ligue des droits de l'homme va intervenir pour dire qu'il est impossible de ne pas laisser capacité d'expression à un territoire local. Donc vous voyez, ça prend des proportions assez impressionnantes. Et on est vraiment dans un registre qui est proche du champ de la justice environnementale. Donc c'est ça que je veux un peu développer ici. C'est le fait que les personnes mobilisées dans cette contestation vont vraiment identifier des inégalités redistributives, des nuisances issues de politiques des années 60. C'est-à-dire on subit les conséquences d'un zonage fonctionnel des années 60 qui nous est insupportable, qui est injuste, qui est inégal, qui n'est pas fondé, qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait du droit. Donc on a vraiment ici des ressorts qu'on retrouve aux États-Unis dans le courant de justice environnementale. Et du coup je me presse parce que je me presse à la place des autres, mais je suis à combien de temps? Là, il te reste 10 minutes maximum. 10 minutes maximum, bon, ça va. Donc vous voyez, on va avoir un certain nombre de démonstrations extrêmement fortes. Et on a, y compris sur ce territoire, un rôle important joué par les antagonismes politiques locaux. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a une instrumentalisation du conflit par les édiles locaux, puisque en fait la communauté urbaine de Marseille, donc celui qui veut implanter l'incinérateur, est une collectivité appartenant à la droite, que Fos-sur-Mer, la ville de Fos-sur-Mer, sa collectivité d'appartenance qui s'appelle Ouest-Provence, ainsi que le Conseil général sont des institutions du Parti socialiste. Et donc on a aussi un jeu extrêmement fort qui n'est pas anodin de rappeler, surtout dans les Bouches-du-Rhône, où quand même l'aménagement du territoire est très largement influencé par les jeux entre la gauche et la droite. Et donc cette concurrence entre gauche et droite va vraiment faire monter la sauce du conflit, puisque les élus vont s'engager en fait à soutenir l'un ou l'autre des camps. Et on va arriver à une situation complètement ahurissante en 2008, où pendant les élections municipales de 2008, la communauté urbaine de Marseille passe à gauche avec grande surprise. C'est-à-dire que la mairie reste à droite, mais la communauté urbaine passe à gauche. En passant à gauche, les socialistes ont logiquement la capacité de défaire l'incinérateur. Ils font faire un audit à la société qui doit construire l'incinérateur pour savoir combien ça coûte de ne pas le faire, parce qu'il y a des frais forcément. Et la société leur annonce que le coût est tellement... Enfin, le coût de non faisable... Je ne sais pas comment dire, je ne trouve plus mes mots, excusez-moi. L'abandon en fait, du projet, le dédit en fait, du marché va coûter tellement cher que les socialistes à la tête, nouvellement élus à la tête de la communauté urbaine, vont finalement devoir quand même faire l'incinérateur. Donc on arrive à la fin à une situation où le sentiment d'injustice est encore plus aggravé pour les Phocéens qui se sentent vraiment totalement lâchés de partout, alors même qu'ils étaient soutenus par un parti socialiste qui à la fin les lâche. Donc voilà, je ne cherche pas à faire de la politique bien sûr, simplement à rappeler le rôle aussi joué par les enjeux politiques dans un conflit territorial comme celui-ci. Donc, on a un certain nombre de formes d'action et de mobilisation qui sont extrêmement riches, et que là aussi, on peut regrouper avec ce qu'on observe aux États-Unis dans le mouvement de justice environnementale. Donc, à la fois une démonstration publique de la protestation, la recherche de soutien et d'action de lobbying, donc partout où c'est possible. Là, les opposants, ils vont aller jusqu'à Bruxelles, jusqu'à déposer des dossiers devant la Convention d'Aarhus, qui va se déplacer à Fos-sur-Mer, recommander davantage de concertation. Donc vous voyez, ça va très très haut. On va faire venir des hommes et des femmes politiques de tous bords, de tout niveau, pour faire montrer le plus possible l'injustice de cette situation. Et puis on a évidemment de très nombreux recours juridiques qui se comptent par dizaines. Des études qui sont menées, y compris des études sanitaires, qui vont être menées sur la santé des individus. Le WWF fait des études d'imprégnation au dioxine, au PCB, un certain nombre de polluants, pour montrer à quel point la population est davantage exposée qu'ailleurs. Et voilà, toutes ces formes d'action se retrouvent véritablement ailleurs dans le cas des situations de justice environnementale américaine.
Donc, je ne vais pas développer plus la partie historique de la conflictualité, mais plutôt montrer un petit peu les enseignements qu'on peut en tirer par rapport à cette thématique de la justice environnementale. Donc, moi, les premiers enseignements que j'en tire et pour lesquels je veux attirer votre attention, c'est vraiment cette mise en parallèle avec la justice environnementale dans le sentiment d'injustice et le sentiment de perte de souveraineté, de perte de capacité à agir sur le destin d'un territoire et sur le quotidien d'individus qui l'habitent. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il y a vraiment injustice, est-ce qu'il n'y a pas injustice? C'est pas le sujet, c'est pas ce sur quoi moi je veux, voilà, je n'ai pas cherché à juger la réelle injustice ou pas de ce territoire, mais dès lors qu'il y a sentiment, dès lors qu'il y a expression d'une construction sociale de l'injustice, elle est là. Cette injustice, elle est réelle, dès lors qu'elle est construite socialement. Donc ça, c'est vraiment un parallèle fort avec le courant américain. Et puis, on a une vraie force aussi des enjeux politiques de pouvoir entre gauche locale et droite marseillaise, qui ne sont pas négligeables et qui montrent aussi toute l'influence des jeux politiques, des jeux politiques et socio-économiques dans l'émergence, l'accentuation ou l'apaisement de conflits environnementaux. Et puis, l'incinérateur et le terminal méthane avant lui, on observe sur ce territoire qui participe à une forme de catharsis territoriale. Alors, ce terme n'est pas de moi, catharsis, c'est un psychothérapeute que j'ai rencontré là-bas, qui m'expliquait que tous les gens qui venaient le voir, à un moment donné ou à un autre, quand ils avaient des problèmes de santé liés à la santé au travail, puisque la majorité travaille dans les usines, se mettaient à pleurer. Se mettaient à pleurer en parlant de leurs parents, de leurs familles qui étaient malades, de maladies professionnelles liées au risque industriel. Et c'est lui qui a employé ce terme en disant « mais moi j'ai l'impression que cet incinérateur, c'est la goutte qui fait vraiment déborder le vase. On a une catharsis, tout d'un coup, là il y a une expression, il y a un débordement, on n'en peut plus. Ça fait 50 ans que les gens en ont marre, donc il y a catharsis. » Et c'est vrai que moi c'est quelque chose que je trouve assez juste, donc j'emploie cette notion de catharsis, puisque il permet de révéler en fait un certain nombre de tensions latentes. Et donc, effectivement, ce nouvel aménagement permet de mettre en évidence la façon dont un territoire qui a perdu l'autorité sur une partie de son espace va présenter une sensibilité particulière aux questions d'autonomie territoriale, en fait. Et donc, tout le registre d'action observé sur place, moi, je l'identifie vraiment à un processus de réappropriation territoriale. On cherche à tout prix à investir l'espace politique, à l'investir et à construire des projets locaux de connaissances, de mesures de la pollution qui visent à une certaine hégémonie en fait, sur les questions d'environnement local. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. Et dans un même temps, ces conflits qu'on observe, que je vous développe un peu rapidement sans doute, mais vous pourrez lire, si vous le souhaitez, les travaux que j'ai pu écrire à ce sujet, ils révèlent des inégalités environnementales qui, finalement, sont constitutives vraiment de la force de cette contestation. Et donc, la littérature nous dit souvent qu'il n'y a pas une inégalité environnementale, on parle de cumul d'inégalités environnementales, qui s'entendent à la fois comme des inégalités face aux pollutions de l'environnement, aux externalités environnementales, mais aussi à des inégalités des inégalités d'accès à des aménités, de protection du patrimoine, les ressources. Moi, je vois vraiment un parallèle avec ce qui a été dit avant. Des inégalités procédurales, c'est-à-dire dans la capacité à participer au débat, à donner son avis sur la façon dont le territoire est aménagé, au processus de décision publique, et inégalité dans la capacité d'action. Quand on est sur un territoire de catégorie sociale plus modeste, on va être moins doté d'outils de défense, en fait, d'outils de protestation, d'outils de revendication, d'appel au droit, etc. Donc là, j'entends peut-être pointer, effectivement, la justice environnementale américaine, elle a une dimension ethnique qui est extrêmement forte, qu'on n'observe pas du tout dans ce cas d'étude. C'est vrai, c'est évident. On n'a aussi pas le même contexte, effectivement, de ségrégation socio-spatiale et ethnique que celui
des territoires urbains américains où c'est très marqué. Pour autant, moi, je fais ce parallèle et je vous le soumets aujourd'hui, puisque on peut observer cette forme de justice environnementale qui serait effectivement pas ethniquement marquée, mais qui fait part de véritables minorités, ou en tout cas les populations agissent véritablement comme des minorités. Elles se basent sur un mouvement social qui met en avant l'expérience de communautés défavorisées, qui se disent défavorisées, qui met en avant le fait que les individus ne sont pas égaux face aux nuisances environnementales, et donc qui agissent véritablement voilà, comme des minorités, revendiquant certains droits. Et là aussi, on peut parler de justice, puisque la situation de Fos-sur-Mer met en évidence un certain nombre d'asymétries de pouvoir, de rapports de domination territoriale qui sont extrêmement forts sur la relation entre Fos-sur-Mer et Marseille. Oui, j'ai oublié d'ajouter le fait que d'autres points communs, très rapidement, entre ce mouvement et le mouvement de justice environnementale américain, c'est que là aussi, on a un principe descendant de la revendication, un top-down, c'est-à-dire un principe qui vise à faire monter en généralité la revendication et à la faire s'amplifier en travaillant avec des ONG nationales. Et effectivement, Fos-sur-Mer, le cas de l'incinérateur de Fos-sur-Mer, c'est un cas qui sera largement relayé par les ONG environnementales nationales. Ça ira jusqu'au Grenelle de l'environnement, où l'incinération aura une part médiatique extrêmement forte, parce que les associations de Fos-sur-Mer ont su faire amplifier leur mouvement de contestation. Voilà, puis pour la discussion, je pense que le temps est peut-être écoulé, mais on peut revenir sur cet aspect dans la discussion. En tout cas, moi, juste en un mot, ce qui m'importe de dire, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on peut s'approprier en France la question de la justice environnementale sous l'angle des inégalités environnementales, c'est-à-dire sur la façon dont des inégalités peuvent poindre dans des contextes où il y a un sentiment de relégation, dans des contextes où s'exprime une injustice à l'égard des politiques d'aménagement. On recouvre à ce moment-là les mêmes champs, les mêmes registres d'action que la justice environnementale américaine. Et donc, peut-être qu'effectivement, les perspectives pour nous, scientifiques français, vont être d'étudier des processus qui permettent aussi l'expression des populations marginalisées, l'expression des quartiers plus en difficulté face aux questions de l'environnement, de l'aménagement et de la participation à la décision publique. Voilà, j'ai fait sans doute trop vite, je suis désolée, et je prie m'excuser pour la rapidité de mon propos.